Bonjour à toutes et à tous. Cette première vidéo introductive sur l'amélioration des performances des systèmes linéaires continus invariants, autrement dit les systèmes qui nous vont nous intéresser, qui sont les systèmes asservis. Donc ce sera une première petite vidéo qui fait finalement un petit peu les rappels des éléments de base qui serviront à la suite. Donc d'autres petites vidéos suivront cette première vidéo introductive. Donc, comme le titre l'indique, l'objectif est d'étudier l'amélioration des performances des systèmes asservis. Donc, comme vous avez dû le constater dans les premières questions des TD que je vous ai demandé de chercher, on en arrive à des conclusions que sans correcteur ou avec un correcteur élémentaire, dans certains cas, on n'arrive pas à satisfaire les exigences du cahier des charges. Et donc, du coup, il faut déterminer un type de correcteur et déterminer ses paramètres afin de satisfaire les exigences du cahier des charges. Donc, l'objectif, quand on fait un modèle, donc, c'est de prévoir ou prédire au sens les performances du système et de vérifier si ces performances sont satisfaisantes par rapport au cahier des charges, si c'est nécessaire, de tenter de les améliorer. Les trois performances, vous les connaissez, hein, la rapidité, la stabilité et la précision. Bien évidemment, je rappelle, hein, la rapidité et la précision, on ne peut les définir que si le système il est stable. Dans un premier temps, on cherche toujours à vérifier que notre système est stable. Qu'est-ce qu'un système asservi? Ça vous le savez, donc c'est un système bouclé hein, qui présente donc du coup une chaîne de retour hein, qui est réalisée qui est modélisée par un capteur qui est positionné dans la chaîne de retour qui est ici. Donc le grandeur de sortie que l'on veut contrôler par rapport à une consigne. On souhaite que cette grandeur de sortie soit la plus proche possible de la consigne tout en respectant le cahier des charges. Et donc du coup à chaque instant on vient mesurer par un capteur la grandeur de sortie. Et si c'est un système asservi, c'est-à-dire qu'on est capable de définir une erreur, qui est la différence entre l'entrée et la sortie, et donc du coup, forcément, les unités de la grandeur d'entrée et les unités de la grandeur de sortie, qui sont la consigne et la sortie, sont forcément de même unité. Et puis, autre façon de dire qu'on a un système asservi, c'est que l'action que l'on va faire, c'est-à-dire la commande finalement que l'on va donner à nos préactionneurs, qui laisseront passer plus ou moins d'énergie vers l'actionneur et qui viendront commander le processus, bah, du coup, cette grandeur dépend justement de notamment la différence entre la consigne et la sortie, et plus particulièrement de l'écart, qui est la grandeur qu'on récupère en sortie du soustracteur. Les trois domaines d'études des systèmes linéaires continus invariants, c'est les trois que vous avez vus l'année dernière et cette année. Hein. C'est le domaine temporel. Donc, on étudie les grandeurs dans le domaine temporel. Donc, typiquement, on manipule des équations différentielles en sachant que c'est généralement pas le meilleur domaine pour faire l'étude des systèmes linéaires continus invariants. Le deuxième domaine que vous avez beaucoup utilisé, c'est le domaine de Laplace, ou là, la variable P. Et là, c'est généralement beaucoup plus simple de travailler dans ce domaine de Laplace. Et puis, on a aussi le troisième domaine, qui est le domaine fréquentiel ou le domaine harmonique, et notamment le lieu de transfert dans le plan de Bode, où on trace le gain en fonction de la pulsation et le déphasage ou la phase en fonction de la pulsation. Bien évidemment, ces trois domaines sont parfaitement similaires, c'est-à-dire que des conclusions que l'on pourrait formuler dans le domaine temporel ou dans le domaine de Laplace, on déduirait bien évidemment les mêmes conclusions dans le domaine fréquentiel. Donc, en fait, il faudra choisir le domaine d'étude, soit temporel, soit Laplace, soit fréquentiel, en fonction de ce que l'on veut faire. Donc, il y a certains domaines qui sont plus appropriés pour déterminer, vérifier ou améliorer une performance. Les critères qui sont associés à ces trois performances qui sont ici, donc si on s'intéresse à la stabilité, dans le domaine temporel, une première définition, c'est la entrée bornée, la sortie est bornée. Voilà. Dans le domaine de la place, pour étudier la stabilité, on peut étudier les pôles. Voilà, on rappelle la définition, hein, un système est stable si tous les pôles de sa fonction de transfert sont à partie réelle strictement négatives. Et si on est dans le domaine harmonique ou le domaine fréquentiel, c'est les critères sur les marges de stabilité, marge de gain et marge de phase. Pour la rapidité, que ce soit dans le domaine temporel ou le domaine de la place, c'est le critère du temps de réponse à 5%. Et si on est dans le domaine harmonique ou fréquentiel, c'est la notion de bande passante. Donc la bande passante à 0 dB, moins 3 ou moins 6 dB, j'ai oublié les moins ici, mais bien évidemment il y a des moins. Et pour la précision, la dernière performance, la précision, c'est toujours l'erreur ou l'écart, on définira précisément la différence entre ces deux-là, les erreurs ou l'écart statique ou de traînage vis-à-vis de la consigne. On peut aussi s'intéresser à savoir si le système il est insensible à la perturbation, s'intéresser à la performance de précision de notre système asservi vis-à-vis de la perturbation. Alors, quelques petits rappels sur les critères de stabilité, et notamment dans le domaine harmonique, ce qui sont les marges de stabilité.
et notamment les deux marges qui sont les marges de gain et de phase. Donc ici, je rappelle les définitions des marges de gain et des marges de phase. La marge de gain, en fait, elle est simplement définie comme moins la valeur du gain de notre fonction de transfert en une pulsation particulière que souvent on note oméga x moins 180 degrés. Et cette pulsation, c'est la pulsation pour laquelle la phase vaut moins 180 degrés. Et la marge de phase, elle est définie comme 180 degrés, si on l'exprime en degrés, hein, bien évidemment, cette marge de phase, ou pi radian si on est en radian. Donc en degrés, 180 plus la valeur de la phase à la pulsation particulière, oméga égale oméga 0 dB, et oméga 0 dB, indice 0 dB, c'est la pulsation pour laquelle le gain, il est nul. Il est nul. Donc ici, on a simplement reporté pour un diagramme de Bode, qui est proposé ici en rouge, ici. Donc on peut identifier donc, les différentes pulsations caractéristiques qui sont oméga 0 dB et oméga x moins 180. Donc oméga 0 dB, donc c'est la pulsation pour laquelle le gain il est nul. Donc on voit que cette pulsation elle est ici, elle vaut à peu près 10-20, à peu près 20 radians par seconde. Et donc à cette pulsation-là, on va déterminer l'écart qu'il y a entre moins 180 degrés et la valeur de la phase. Donc là, typiquement, la marge de phase, elle est représentée ici, et typiquement cette marge de phase ici, elle est négative. Elle est négative. Puisque c'est 180 plus la valeur de la phase, et la phase à la pulsation oméga 0 dB qui est à peu près 20 radians par seconde, elle vaut à peu près moins 240. Donc ici, en fait, on a une marge de phase qui vaut moins 60 degrés. Et de façon similaire, la marge de gain, donc là on identifie la pulsation pour laquelle la phase vaut moins 180 degrés, donc à peu près 10 radians par seconde. Et ici, la marge de gain, c'est moins la valeur du gain à la pulsation oméga x moins 180. Ici, le gain est en positif à peu près 20 décibels. Donc du coup, ici, la marge de gain, elle vaut moins 20 décibels. Donc on rappelle, hein, ces deux quantités doivent être négatives. Alors pour que le système soit stable, on détermine les marges de gain et les marges de phase sur la fonction de transfert en boucle ouverte, et la détermination et le signe de ces deux marges permettent de conclure sur la stabilité du système en boucle fermée. Donc on étudie la boucle ouverte dans le diagramme de Bode, sur le diagramme de Bode de la boucle ouverte, et on conclut sur la stabilité du système en boucle fermée. Parfois, et ça arrive assez régulièrement, la pulsation oméga 0 dB ou la pulsation oméga x 180 ne sont pas définies. Typiquement, les pulsations oméga x 180, pour des systèmes d'ordre 1 et d'ordre 2, elles ne sont pas définies. Ordre 1, bien évidemment, passe bas, elle n'est absolument pas définie puisque la phase, elle tend vers moins 80 degrés ou moins pi sur 2 radians. Donc forcément, elle n'atteindra jamais moins 180. De façon similaire, pour un système d'ordre 2, la phase, elle tend vers moins 180 degrés. Elle tend vers moins 180 degrés. C'est-à-dire qu'elle ne vaudra jamais précisément moins 180 degrés. C'est pour ça qu'ici, le mot précisément est important. Et donc, dans ces deux cas-là, quand la pulsation oméga x moins 180 n'est pas définie, on définit que la marge de gain, elle est égale à plus l'infini. Donc ça, c'est le cas général, et puis le cas particulier des systèmes d'ordre 1 et d'ordre 2, où la marge de gain, elle est infinie. Donc par principe, du coup, elle est positive. Et donc sur nos systèmes, c'est extrêmement rare que le cahier des charges ne soit pas satisfait sur le critère de la marge de gain. C'est beaucoup plus souvent sur le critère de la marge de phase que la performance de stabilité n'est pas respectée. Donc je réinsiste, hein, c'est marqué ici à retenir, c'est donc ce qu'on appelle le critère de stabilité dans le plan de Bode ou le critère du revers. On dit un système linéaire continu invariant est stable en boucle fermée si la marge de gain et la marge de phase de la fonction de transfert en boucle ouverte sont strictement positives. Donc ici à gauche, on a représenté un système, le diagramme de Bode pardon, d'une fonction de transfert en boucle ouverte par exemple. Ici, si on cherche oméga 0 dB, oméga 0 dB est ici, il est à peu près entre 10 et 20 radians par seconde. Ici, sa phase vaut à peu près moins 120 degrés. Donc la marge de phase qui vaut 180 plus l'argument de la fonction de transfert en oméga 0 dB, c'était à peu près moins 120, donc 180 plus moins 120, 60 degrés. Donc on a une marge de phase ici qui est positive et qui vaut 60 degrés. A l'inverse, ce système qui est ici, c'est exactement le même que j'ai proposé avant. Alors sur celui-ci, pardon, j'ai pas fini, hein. La marge de gain, elle vaut plus l'infini puisque la phase tend vers moins 180, mais la pulsation oméga x moins 180 n'est pas définie. Donc ici, sur celui-ci, la marge de phase est positive, qui vaut à peu près 60 degrés, et la marge de gain est infinie. Donc ce système qui a ce diagramme de Bode en boucle ouverte, lorsqu'il sera positionné en boucle fermée, sera stable. A l'inverse, celui-ci, c'est exactement le même que sur la diapositive précédente. On trouve que la marge de phase est négative et que la marge de gain est aussi négative. Conclusion, ce système est entre guillemets en boucle fermée a deux bonnes raisons de ne pas être stable. Il suffisait qu'un des deux soit négatif, mais là pour le coup les deux sont négatifs.
J'insiste encore une troisième fois dessus, mais on a déjà insisté beaucoup dessus. Quand on travaille dans le domaine harmonique, le domaine fréquentiel, on étudie la fonction de transfert en boucle ouverte pour déterminer les marges de gain et les marges de phase, et on conclut sur la stabilité du système en boucle fermée. Donc quand on vous demande de conclure, quand on vous demande de déterminer les marges de gain et les marges de phase et de conclure sur la stabilité, il faut bien préciser que les marges de gain et marges de phase de la boucle ouverte sont strictement positives. Donc, par le théorème, le système en boucle fermée, on précise bien le système en boucle fermée, est stable. Est stable. Alors, intéressons-nous maintenant aux notions de fonction de transfert en boucle ouverte et aussi de fonction de transfert en boucle ouverte, entre guillemets indice NC, qui signifie fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée. Non corrigée. Alors ici, rappelons la définition de la fonction de transfert en boucle ouverte. On a un système qui a une entrée, une sortie S2P, qui serait un système bouclé, hein, c'est pas forcément un système asservi, ça marche aussi, la FSTBO, on sait la définir sur un système bouclé, hein, pas nécessairement que sur un système asservi. Un système bouclé, c'est simplement qu'il présente une chaîne de retour, mais l'unité des entrées et des sorties ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un système bouclé. Donc un système asservi n'est qu'un cas particulier des systèmes bouclés. Lorsqu'on se positionne ce système en boucle ouverte, ça veut dire que finalement, en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on coupe, on ouvre la chaîne de retour, telle que c'est représenté ici. Et si je note M2P, la sortie, entre guillemets, de la fonction de transfert de la chaîne de retour, FTCD, la fonction de transfert de la chaîne directe qui est entre l'écart epsilon et la sortie, alors la définition de la fonction de transfert en boucle ouverte est la fonction de transfert qu'aurait le système qui aurait pour entrée epsilon de p et pour sortie m de p. Ça, c'est la notion de fonction de transfert en boucle ouverte. Donc on voit bien qu'entre epsilon et m de p, on retrouve deux fonctions de transfert qui sont en série ou en cascade, et donc du coup, c'est bien le produit des deux fonctions de transfert. La fonction de transfert en boucle ouverte, c'est le rapport m de p sur epsilon, donc c'est bien ftcd fois ftcr. Souvent, et c'est l'objectif de ce dernier chapitre, c'est que à cet endroit-là, dans cette zone-là, alors qui peut être inclus dans FTCD, mais je pourrais très bien le mettre ici, on va venir y mettre un bloc de fonction de transfert C2P, qu'on appelle fonction de transfert du correcteur. Alors du coup, donc ça, la fonction de transfert en boucle ouverte, on sait la déterminer dans tous les cas. Dans tous les cas. Donc cette fonction de transfert en boucle ouverte, finalement, on va pouvoir l'écrire sous la forme la fonction de transfert du correcteur, C2P, plus multiplié par une fonction de transfert H2P. Ben, la notion de fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'a pas positionné le correcteur. Et donc si on ne positionne pas le correcteur pour que mathématiquement ça fonctionne, ça veut dire que finalement, c'est comme si on avait pris un correcteur virtuel qui serait de gain unitaire. Ce qu'on appelle fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée, finalement, ce n'est rien d'autre que la fonction de transfert en boucle ouverte lorsque l'on prend le cas particulier où C de P est égal à 1. Puisque le 1, 1 fois FTBO, ça ne changera absolument rien. Et donc, du coup, on trouve que c'est uniquement finalement la fonction de transfert H de P. Alors, en quoi c'est intéressant de définir cette fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée? On a dit le but c'est d'améliorer les performances. Donc, du coup, il faut commencer par montrer que, en absence de correcteur, quand je dis en absence de correcteur, c'est-à-dire que la fonction de transfert du correcteur virtuel est égale à 1, alors le système ne satisfait pas une ou plusieurs exigences qui sont définies par le cahier des charges. Donc la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée permet simplement de mettre en évidence justement les défauts de performance qu'a le système lorsqu'il n'y a pas de correcteur. Et l'objectif de ce correcteur, C2P, qu'on positionne en sortie de l'écart, sortie du soustracteur, qui est l'écart, le rôle de ce correcteur, c'est justement d'essayer de supprimer ces fameux défauts de performance. Ceux ou ces fameux défauts de performance. Donc, je rappelle ce que j'ai dit plusieurs fois cette année, à quoi sert un correcteur? Un correcteur, il sert à corriger les défauts de performance qu'aurait le système en son absence. Ça veut dire que finalement, c'est comme si on avait considéré que sa fonction de transfert du correcteur, C2P, est égale à 1. Donc ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qu'on a déjà commencé à faire l'année dernière et cette année, c'est qu'on commence par étudier le système en absence de correcteur, c'est-à-dire que finalement on prend C2P égale à 1, qu'on peut définir cette fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée. On détermine les performances de ce système en boucle fermée en absence de correcteur et on montre que ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, on va essayer de trouver un correcteur qui va permettre justement de corriger, on l'espère, ces défauts de performance. Donc ici, on voit bien, encore une fois, je réinsiste, le correcteur, c'est tout le temps le bloc, entre guillemets, qui se positionne en sortie du soustracteur et qui prend en entrée l'écart et qui va donner en sortie le signal de commande vers le préactionneur. Alors de nouveau, quelques petits rappels sur le vocabulaire, puisque certains m'avaient envoyé des mails et c'était pas très clair encore dans leur tête. Maintenant, on va espérer que ça va être le cas. Quelle est la différence entre écart et erreur?
écart et erreur. En fait, l'erreur, c'est extrêmement simple. C'est simplement, on a une approche très globale de notre système, peu importe comment il est construit entre guillemets à l'intérieur. On dit que l'erreur, c'est la différence entre l'entrée et la sortie. Alors, et c'est bien l'entrée moins la sortie. Alors si cet écart il est nul, bah, du coup ça pourrait être entrée moins sortie ou sortie moins entrée, mais par définition, c'est toujours l'entrée moins la sortie. Donc dans le domaine de la place, cette erreur va le noter mu de p, donc c'est la différence entre e de p, la grandeur e de t dans le domaine de la place, moins la sortie s de p, qui est la sortie s de t exprimée dans le domaine de la place. L'écart, c'est quoi? C'est la grandeur qui se trouve en sortie, comme j'ai dit tout à l'heure, du soustracteur. Et c'est la grandeur d'entrée du correcteur. Et la définition de cet écart, epsilon de p, c'est simplement la différence entre la grandeur d'entrée du soustracteur, sur l'entrée plus, qui est E de p, moins le signal qui est fourni par la chaîne de retour. Alors ici j'ai mis un capteur, c'est pas forcément un capteur, parce que ça peut être simplement une fonction de transfert de la chaîne de retour. Si c'est un système asservi, entrée et sortie sont de même unité, alors ceci est un capteur, mais si c'est pas un capteur, on peut quand même définir l'écart, mais du coup c'est simplement ce que fournit la fonction de transfert de la chaîne de retour. Et donc du coup, l'écart, c'est la différence entre l'entrée et le signal fourni justement par cette chaîne de retour, qu'on note M2P. Alors bien évidemment, si ce capteur qui est ici, ou la fonction de transfert de la chaîne de retour est égale à 1, c'est ce qui est proposé ici, donc du coup, c'est-à-dire que M2P, qui est la grandeur qui est ici, c'est une fois la sortie. Autrement dit, M2P, c'est la sortie. Si M2P est égal à la sortie, ça veut dire que nous, on se retrouve simplement dans le cas particulier où l'erreur est égale à l'écart. Et lorsqu'on a un schéma bloc où la chaîne de retour, qui est ici, encore une fois, qui est réalisée par un capteur ou non, quand cette fonction de transfert, elle est égale à 1, ou de gain unitaire, alors on dit qu'on a affaire à un schéma bloc qui est, comme son nom l'indique, un schéma bloc à retour unitaire. Différence entre statique ou traînage. Ben, statique, c'est très simple. Quand on définit l'écart statique ou l'erreur statique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le système est soumis à une entrée qui est une entrée du type échelon. À l'inverse, si on parle d'écart ou d'erreur de traînage, ça veut dire que la grandeur d'entrée de mon système, bouclé ou asservi, c'est une entrée qui est du type rampe. Donc ici, on ne confond pas erreur et écart, et on ne confond pas statique ou de traînage. Donc si dans une question on vous dit déterminer l'écart statique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on cherche à déterminer la valeur finale de la grandeur qui est ici, en sortie du soustracteur, lorsqu'à l'entrée, on a mis une entrée échelon. Si on cherche à déterminer l'erreur statique, c'est la différence entre l'entrée et la sortie, quand t est envers l'infini, et qu'on a soumis notre système à une entrée échelon. Alors, les objectifs de la correction, des correcteurs, finalement, on l'a dit tout à l'heure, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte que notre système satisfasse le cahier des charges. C'est-à-dire que finalement, on aimerait bien avoir un système, entre guillemets, idéal qui satisferait le cahier des charges. Alors, généralement, bah, ce qu'on veut, c'est un système qui est très stable. Hein. Dire, voilà, on veut pas être proche de l'instabilité. Et puis, on veut un système qui soit rapide. Alors, rapide, ça veut tout dire et rien dire, mais c'est le cahier des charges qui va nous préciser. Et puis quand même, très souvent, on veut que le système soit précis vis-à-vis de la consigne, c'est-à-dire qu'il présentera une erreur, soit statique, soit erreur de traînage qui sera nulle. Et pourquoi pas, on peut aussi chercher à vérifier que le système est insensible à un type de perturbation, c'est-à-dire qu'il il va rejeter la perturbation. Donc, il va falloir améliorer, si c'est nécessaire, ces trois performances de rapidité, précision ou stabilité, ou au moins une de ces trois-là. Qui va faire ça? On l'a déjà dit plein de fois, c'est le correcteur qui va permettre de faire ça. Malheureusement, ces trois performances, qui soient stabilité, rapidité et précision, généralement, elles sont antagonistes. C'est-à-dire que si j'améliore une de ces trois performances, dans une immense majorité des cas, je vais dégrader une autre performance. Donc si j'ai un système qui est très stable mais pas assez rapide, bah, par exemple, je veux vouloir le rendre plus rapide, et en le rendant plus rapide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rendre un peu moins stable. Alors attention, en termes de vocabulaire, souvent je vais utiliser le mot déstabiliser un système. Déstabiliser un système ne signifie pas le rendre instable. Ça signifie que ça le rend moins stable qu'il ne l'était avant. Et donc typiquement, ce qu'on peut faire, c'est on étudie le système lorsqu'il n'y a pas de correcteur. Donc on peut définir ce que j'ai appelé tout à l'heure la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée. On voit que notre système, il est très stable, mais pas assez rapide. Et donc, du coup, on va choisir le correcteur, le bon type de correcteur, qui permettra d'améliorer la performance de rapidité, tout en dégradant, entre guillemets, en déstabilisant le système. L'objectif, ce sera de faire un compromis entre ces trois performances, et bien évidemment de satisfaire le cahier des charges, si c'est possible, hein,
parfois, en fait, le cahier des charges est tellement contraignant que malheureusement, on ne peut pas, il n'existe pas de correcteur qui permettrait de tout satisfaire. Alors, cette hypothèse de un correcteur ne serait pas capable de satisfaire tout le cahier des charges n'arrive pas hein, pour nous. Les systèmes qu'on étudie, entre guillemets, sont plutôt simples et du coup, on arrive toujours à trouver des solutions. Mais si on n'y arrivait pas, typiquement, il faudrait changer typiquement la partie opérative. Donc changer des composants de la partie opérative, donc trouver un autre modèle du système qui permettrait de satisfaire l'intégralité du cahier des charges. Mais nous, le si c'est possible, en fait, arrivera toujours. Arrivera toujours. Alors, ces fameux correcteurs de fonction de transfert C2P, quels sont-ils? Quels sont-ils? Alors en fait, il y en a, pour faire simple, hein, 6 types de correcteurs qui sont envisageables. Il y a le correcteur proportionnel, ou simplement la fonction de transfert associée à C2P, le correcteur proportionnel, c'est un gain K. Alors généralement, ce gain K est positif. Donc ça, on voit bien que la grandeur que l'on va donner, de grandeur de commande du préactionneur, sera simplement proportionnelle à quoi? Elle sera simplement proportionnelle à l'écart. On peut aussi utiliser des correcteurs qu'on appelle proportionnels intégral, où on retrouve la partie proportionnelle, qu'on a noté K indice grand P. Attention, c'est pas le P de la place, hein, c'est le P, c'est un indice, grand P. Ça, c'est la partie proportionnelle. Et puis on a eu plus KI sur P. KI, ça va être le gain lié à l'intégration, et le 1 sur P, ça va rappeler que l'1 sur P en la place, c'est synonyme d'une intégration dans le domaine temporel. Donc ça paraît assez évident de dire que ceci est un correcteur proportionnel intégral. On peut aussi avoir des correcteurs proportionnels dérivés. Alors c'est extrêmement rare et on verra pourquoi on ne les utilise jamais. On retrouve la partie proportionnelle avec le gain Kp qui est ici, et puis on retrouve la partie dérivée avec un gain Kd, D comme dérivateur, et fois P, puisque quand on dérive, on multiplie par P dans le domaine de la place. On peut avoir un correcteur qu'on appelle proportionnel intégral dérivé, qu'on note PID. Donc celui-ci est hors programme, parce qu'on verra qu'il est compliqué à dimensionner, mais on retrouve finalement les 3 parties, la partie proportionnelle, la partie dérivée et la partie intégrale. Et puis un dernier type de correcteur, plus précisément 2 derniers types de correcteurs, qu'on appelle les correcteurs à avance de phase ou les correcteurs à retard de phase, qui ont des fonctions de transfert qui s'écrivent sous la forme K, facteur de 1 plus TP sur 1 plus ATP. Donc si la fonction de transfert s'écrit sous cette forme-là, il faudra prendre le coefficient A qui sera plus petit que 1. Et si on veut faire un correcteur à retard de phase, qui sera extrêmement rare, mais il a une fonction de transfert qui ressemble exactement à la fonction de transfert du correcteur à avance de phase, mais cette fois-ci, le paramètre petit a n'est plus inférieur à 1, strictement inférieur à 1, mais il est strictement supérieur à 1. Donc l'objectif les objectifs qu'on va se poser, c'est essayer de se dire, quand on a identifié que notre système, en absence de correcteur, ne satisfait pas telle ou telle performance, on va essayer de répondre à la question lequel choisir. Et dans quel cas est-ce qu'on choisira plutôt un correcteur proportionnel, plutôt un correcteur PI, plutôt un correcteur avance de phase, par exemple. Et donc du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir finalement ce correcteur, quelle est son influence sur les performances du système en boucle fermée. Donc, par exemple, quand on va étudier le correcteur proportionnel, on va essayer de voir, lorsque je fais varier K, comment ça agit sur la performance de stabilité, comment ça agit sur la performance de rapidité, comment ça agit sur la performance de précision. Et quand on saura déterminer l'influence d'un correcteur sur les performances en boucle fermée, on en fera un choix, et donc quand on aura dit on prendra un correcteur proportionnel, la question qui va sous-jacente à ça, la toute dernière question, c'est quelle est la valeur de K faut-il que je choisisse pour satisfaire l'intégralité des exigences de mon cahier des charges. Donc on va terminer cette première vidéo, et dans la seconde vidéo qui va suivre, on va s'intéresser justement à déterminer l'influence de ces différents types de correcteurs sur les performances du système en boucle fermée. Et puis on verra à la fin comment on va faire pour choisir ces paramètres. Donc ceci est la fin de la première vidéo, et la deuxième vidéo suit dans quelques instants.